Il existe chez les amateurs de Star Trek une vieille plaisanterie devenue presque une loi critique. Les films pairs seraient bons, les films impairs mauvais. Star Trek 2, La colère de Khan, Star Trek 4, Retour sur Terre et Star Trek 6, Terre inconnue constitueraient ainsi les sommets de la série classique. Tandis que le premier film, le troisième et surtout le cinquième formeraient une sorte de triangle des Bermudes dans lequel viendrait disparaître le rythme, le budget et parfois le bon sens. Comme toutes les règles trop pratiques, celle-ci permet surtout de ne pas regarder les films. Car Star Trek 3, à la recherche de Spock, sorti aux États-Unis le 1er juin 1984, n'est ni un échec ni un simple épisode de transition, encore moins une laborieuse opération de service après-vente destinée à réparer la mort de Spock. C'est un film moins accompli que La colère de Khan, sans doute, mais peut-être plus étrange, plus funèbre et plus intimement fidèle à l'esprit de la série. Il est d'ailleurs il faut d'ailleurs commencer par une évidence. À la recherche de Spock ne peut pas être jugé comme une œuvre totalement autonome. Il constitue le mouvement central d'une trilogie informelle, commencée avec La colère de Khan et achevée avec Retour sur Terre. Si le deuxième film raconte la mort et le quatrième la réintégration, le troisième est le film du passage. Il se déroule dans un entre-deux où les personnages ne sont déjà plus ceux qu'ils étaient, mais ne savent pas encore ce qu'ils vont devenir. Spock est mort, l'Enterprise est condamnée, Kirk a retrouvé un fils qu'il connaît à peine, McCoy est habité par une conscience qui n'est pas la sienne. Genesis, cette planète née comme une promesse scientifique, se révèle instable. Tout ce que la colère de Khan semblait avoir résolu revient sous une forme dégradée, malade ou spectrale. Le film est écrit et produit par Harvey Bennett, photographié par Charles Correll, mis en musique par James Horner et réalisé par Leonard Nimoy. Il dure 105 minutes et devient la première production Star Trek dirigée par l'un des membres de la production historique. Ce passage de Nimoy derrière la caméra devait profondément modifier la manière dont la franchise allait se concevoir elle-même. L'American Film Institute recense le film et sa sortie américaine, tandis que le site officiel de la franchise souligne l'importance de cette première réalisation de Star Trek par l'un de ses propres acteurs. Le titre paraît annoncer une quête. Pourtant, le corps de Spock est retrouvé assez rapidement. La véritable recherche n'est pas géographique, il ne s'agit pas seulement de savoir où est Spock, mais ce qu'il reste de lui, ce qui peut être sauvé, et surtout ce que les autres sont prêts à sacrifier pour le ramener. Car tout le paradoxe du film est là. Kirk retrouve Spock, mais il y laisse son vaisseau, sa carrière, sa position dans Starfleet et son propre fils. La résurrection n'annule donc pas la mort, elle en déplace le prix. Le film s'ouvre sur les dernières images de la colère de Khan. La mort de Spock réapparaît dans un petit cadre central, comme un souvenir abîmé, une image mentale que Kirk serait incapable de chasser. Ce choix est important. Leonard Nimoy ne cherche pas à produire une entrée spectaculaire ou à feindre que le nouvel épisode pourrait repartir de zéro. Il commence par une blessure encore ouverte. Le procédé possède quelque chose du cinéma muet et du rêve traumatique. L'image précédente revient en réduction, entourée de noir, comme si elle était déjà devenue une archive. Spock est à la fois mort depuis quelques minutes et déjà transformé en mythe. Puis l'entreprise rentre au port. Mais ce retour n'a rien de triomphable. Le vaisseau glisse dans l'espace comme un animal blessé. La coque porte les cicatrices du combat contre Cannes. Plusieurs membres de l'équipage sont morts, les survivants occupent des couloirs presque vides, la lumière est basse, le rythme ralentit, l'atmosphère proche de celle d'un navire militaire revenant d'une bataille dont personne n'a réellement envie de célébrer la victoire. Dans la colère de Cannes, l'Enterprise retrouvait une puissance presque maritime. Nicolas Meyer filmait les combats spatiaux comme des affrontements de sous-marins. Dans À la recherche de Spock, Nimoy en filme le retour comme celui d'un bâtiment condamné à la casse. Le vaisseau n'est plus seulement endommagé, il est déclaré obsolète. Starfleet considère que son temps est passé. À proximité se trouve déjà l'Excelsior, gigantesque, lisse, automatisé, équipé d'un système de propulsion transwarp et commandé par l'arrogant capitaine Styles. Tout oppose les deux bâtiments. L'Excelsior est le futur institutionnel, neuf, brillant, théoriquement invincible. L'Enterprise est la mémoire, fatiguée, cabossée, conduite par des officiers vieillissants qui connaissent chaque bruit de sa tuyauterie. L'opposition possède une dimension presque chaplinesque. L'Excelsior représente la modernisation, l'automatisation et la conviction administrative selon laquelle toute technologie ancienne peut être remplacée par un modèle plus performant. L'Enterprise incarne au contraire l'expérience, la fidélité et ce savoir artisanal qui ne figure dans aucun manuel.
On pourrait presque lire cette partie comme un conflit entre les temps modernes et un vieux film de Baride. D'un côté, la machine prétendument parfaite, de l'autre, les mécaniciens qui savent qu'il suffit parfois de retirer une poignée de composants pour transformer le fleuron technologique en très grande cafetière flottante. Mais avant même que Kirk ne désobéisse, le film installe une sensation de vide. Spock est absent, et cette absence contamine les lieux. Sa chaise est vide, ses quartiers sont silencieux. McCoy y pénètre presque malgré lui et prononce quelques mots avec la voix, la posture ou les souvenirs de celui qu'il a perdu. Le mort n'est pas revenu, il hante les vivants. L'une des idées les plus singulières du scénario consiste à répartir Spock entre deux endroits. Son corps se trouve sur Genesis, son katra, son esprit ou son principe vital, réside dans McCoy depuis la fusion mentale accomplie juste avant sa mort. Le film devient alors une histoire de corps sans âme et d'âme sans corps. Cette séparation rappelle évidemment une très vieille tradition fantastique. Les récits de possession, de transfert, de conscience et de dédoublement. On peut penser à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, aux multiples adaptations de l'invasion des profanateurs ou même à certains films de possession démoniaque. Mais Star Trek 3 transforme ce motif inquiétant en comédie mélancolique. McCoy ne devient pas menaçant, il devient légèrement Spock. De Forest Kelly dispose ici d'un rôle particulièrement délicat. Il ne doit pas imiter Leonard Nimoy de manière caricaturale. Il lui faut laisser apparaître Spock par fragments, une intonation, un mot en vulcain, un geste, une connaissance que McCoy ne devrait pas posséder. Le personnage reste lui-même, mais quelque chose parle à travers lui. Cette situation donne une forme presque littérale à la dynamique historique du trio. Dans la série originale, Kirk se trouvait symboliquement partagé entre Spock, la raison, et McCoy, l'émotion. Désormais, la raison et l'émotion sont enfermées dans le même corps et s'y supportent aussi mal que prévu. De Forest Kelly peut ainsi jouer McCoy discutant avec Spock sans que Spock soit physiquement présent. La vieille dispute philosophique entre le médecin humaniste et le vulcain logique devient un monologue schizophrène. La scène du bar spatial apporte un supplément de couleur. McCoy tente d'affréter clandestinement un vaisseau pour rejoindre Genesis. Autour de lui, des voyageurs s'amusent avec des jeux holographiques et un officier à l'apparence vaguement extraterrestre tente de comprendre ce vieil homme agité qui parle de secteur interdit. La séquence retrouve quelque chose de la série télévisée. Un décor légèrement douteux, quelques créatures, une idée technologique amusante et surtout un acteur capable de porter la scène par son rythme. Nimoy sait que Star Trek n'a jamais reposé uniquement sur la crédibilité de ses décors. Il repose sur la conviction avec laquelle les personnages les habitent. McCoy est finalement arrêté. Administrativement, il est malade. Dramatiquement, il est devenu le tombeau mobile de son meilleur ennemi. Confier la réalisation à Leonard Nimoy pouvait sembler relever du coût publicitaire. Qui mieux que Spock pouvait diriger À la recherche de Spock? Le nom du réalisateur, le titre et le retour annoncé du personnage semblaient former un plan marketing presque trop parfait. Pourtant, Nimoy ne réalise pas un film à la gloire de Spock. Spock est absent pendant une grande partie du récit et lorsqu'il réapparaît, il ne possède presque aucune personnalité. Il est successivement un enfant, un adolescent, un jeune adulte fiévreux, puis un corps adulte dépourvu de mémoire. Léonard Nimoy se prive donc volontairement de son propre personnage et construit le film autour des autres. Il expliquera avoir été influencé par son expérience de la série Mission Impossible, où chaque membre de l'équipe recevait une tâche précise. Cette influence est particulièrement visible pendant toute la préparation du vol de l'Enterprise. Scotty saborde l'Excelsior, Sulu neutralise un garde, Chekhov surveille les communications, Uhura contrôle le téléporteur, McCoy joue plus ou moins le patient évadé et Kirk coordonne l'ensemble. Cette volonté de donner un moment décisif à chaque membre de l'équipage est explicitement rapportée par Nimoy. C'est l'un des rapports majeurs du film. Pour la première fois dans la série cinématographique, l'équipage historique fonctionne véritablement comme une famille et non comme un décor entourant Kirk, Spock et McCoy. Dans Star Trek le film, Robert Wise privilégie la sidération visuelle, l'Enterprise elle-même et le face-à-face physique avec Vidger. Dans La colère de Khan, Nicolas Meyer resserrait le récit autour de Kirk, Khan, Spock et de la question du vieillissement. Nimoy, lui, redistribue les rôles. Sa mise en scène n'est pas aussi majestueuse que celle de Wise, ni aussi tendue que celle de Meyer. Elle demeure souvent fonctionnelle, parfois même télévisuelle. Les décors de Genesis ne font pas toujours oublier qu'ils sont des décors. Certains éclairages sont datés, et le combat final entre Kirk et Krug possède le charme légèrement raide de deux acteurs tentant de ne pas glisser dans du polystyrène en fusion. Mais le film bénéficie d'une qualité plus discrète. Nimoy comprend intimement les acteurs. Il sait quand De Forest Kelly a besoin d'un silence après une plaisanterie. Il sait comment James Doohan peut transformer une remarque technique en déclaration d'amour à l'Enterprise. Il sait que Nichelle Nichols peut rendre Uhura souveraine en quelques minutes. Il sait surtout comment filmer William Shatner lorsqu'il cesse de jouer au capitaine pour devenir un homme terrassé.
La mise en scène repose beaucoup sur les visages, les regards et les réactions collectives. Lors de la fusion mentale entre Sarek et Kirk, les yeux, les bouches et les fragments de souvenirs prennent davantage d'importance que le dispositif fantastique. Nimoy ne cherche pas à rendre le procédé scientifiquement plausible, il lui donne une intensité rituelle. Son cinéma est moins spatial que relationnel. L'espace le plus important n'est pas celui qui sépare la Terre de Genesis, c'est celui qui sépare les membres d'un groupe lorsque l'un d'entre eux disparaît. Le vol de l'Enterprise est probablement la séquence la plus accomplie du film. Kirk a reçu l'interdiction formelle de retourner sur Genesis. La planète est placée sous quarantaine. Starfleet refuse de lui rendre son vaisseau. McCoy doit être soigné. Tout, du règlement à la logique militaire, s'oppose à la mission. Kirk décide donc de voler l'Enterprise. Cette décision transforme immédiatement l'amiral respecté en fugitif. Il ne demande pas à son équipage de le suivre, il tente même de leur laisser une porte de sortie. Mais tous sont déjà choisis. La scène retrouve l'une des grandes idées de Star Trek. L'institution est nécessaire, mais la morale ne se confond pas toujours avec le règlement. Starfleet représente généralement un idéal humaniste. Elle peut néanmoins devenir une bureaucratie incapable de reconnaître l'exception. Kirk ne rejette pas ces valeurs, il les accomplit en désobéissant à sa hiérarchie. Le passage est construit comme un film de cambriolage. Uhura isole un jeune officier un peu trop sûr de lui. Sulu feint la docilité avant de projeter au sol un garde qui le traite de petit. Scotty prépare l'Enterprise et s'occupe discrètement de l'Excelsior. Chekhov surveille les systèmes. McCoy, à moitié possédé et à moitié ravi, accompagne l'opération. Chacun retrouve en quelques plans sa fonction, son tempérament et sa place dans la famille. Puis les portes du Space Dock commencent à se refermer. Le suspense ne repose pas sur un combat, mais sur la lenteur. L'Enterprise avance avec une majesté presque dérisoire. Le vaisseau est sous-équipé, piloté par une poignée d'hommes, et doit passer entre d'immenses structures avant que les portes ne lui barrent la route. James Horner donne à la séquence une ampleur exceptionnelle. Sa musique mêle l'aventure maritime, la marche funèbre et une tension très proche par endroits de Prokofiev. Le vol n'est jamais présenté comme une escapade légère. Dès cet instant, Kirk brûle ses vaisseaux, avant de le faire bientôt au sens propre. L'Excelsior se lance à sa poursuite. Le capitaine Styles affiche la sérénité de celui qui commande le futur. Il possède la puissance, la vitesse, les autorisations et le règlement de son côté. Kirk ne possède qu'un vieux vaisseau et Scotty. Mais cela suffit. Au moment de passer en transwarp, l'Excelsior s'arrête dans une succession de bruits mécaniques lamentables. Scotty révèle avoir saboté le bâtiment. La scène constitue à la fois une revanche de l'artisan sur l'ingénieur et une petite fable contre l'arrogance technologique. Le film ne prétend pas que le progrès est mauvais. Il rappelle simplement qu'une technologie ne vaut que par ceux qui la comprennent. L'Enterprise s'échappe et avec elle disparaît la dernière possibilité d'un retour à la normale. Kirk et ses compagnons ne sont plus seulement en mission, ils ont quitté le monde institutionnel, ils deviennent provisoirement des pirates. Dans la colère de Khan, Genesis apparaissait comme une merveille scientifique et un possible instrument d'apocalypse. Le dispositif était capable de réorganiser la matière morte afin de créer un monde vivant. La même invention pouvait donc produire un jardin ou anéantir une planète déjà habitée. Star Trek 3 pousse cette ambiguïté jusqu'à son terme. Genesis est née, mais elle est condamnée. David Marcus révèle avoir utilisé de la protomatière, substance instable interdite par les protocoles scientifiques. Ce raccourci a permis au projet de fonctionner, mais il rend la planète incapable de se stabiliser. Le miracle contient dès l'origine sa propre destruction. La faute de David n'est pas seulement technique, elle appartient à une longue tradition de savants dépassés par leur création. Victor Frankenstein, le docteur Morbius de Planète Interdite, les scientifiques d'innombrables récits atomiques des années 50 ou plus tard, les créatures de parcs à dinosaures convaincus que les clôtures tiendront. Genesis incarne la croyance selon laquelle la vie pourrait devenir une procédure reproductible. On introduit la matière, on programme le processus et on obtient un monde, mais la vie refuse de se comporter comme un formulaire correctement renseigné. Le nom même de Genesis annonçait un commencement. Le film en fait un cycle accéléré. Naissance, croissance, vieillissement et destruction se succèdent en quelques jours. Le paradis artificiel devient un théâtre de décomposition. Visuellement, la planète paraît parfois trop visiblement fabriquée. Les rochers, les arbres et les cavernes possèdent cette matérialité de studio propre à une grande partie de la science-fiction des années 80. Il serait facile d'y voir une faiblesse. Mais cet artifice finit paradoxalement par servir le film. Genesis ne ressemble jamais tout à fait à un monde naturel, précisément parce qu'elle n'en est pas un. C'est un décor comique, cosmique, un environnement produit par la technologie est déjà en train de se désagréger. Ses couleurs changent, le climat s'affole, le sol se déchire, la planète ressemble à une scène d'opéra dont les machinistes auraient perdu le contrôle.
On se trouve très loin des paysages contemplatifs de 2001 l'Odyssée de l'espace. Il y a plutôt quelque chose du péplum, de la mythologie filmée en studio, voire de certains décors de Mario Bava. Des couleurs expressives, une matière assumée et un monde moins réaliste que mental. Genesis est l'état intérieur des personnages devenus planètes. Elle naît parce que Spock meurt. Elle vieillit en même temps que son corps régénère. Elle se désagrège au moment où Kirk perd son fils et son vaisseau. Sa géologie obéit moins à la science qu'au mélodrame. Le cercueil de Spock a atterri sur Genesis. Lorsqu'il est retrouvé, il est vide. À proximité se trouve un enfant vulcain dont le corps vieillit au même rythme accéléré que la planète. Plusieurs comédiens incarnent successivement Spock à différents âges avant le retour de Leonard Nimoy. Le procédé donne au personnage quelque chose d'abstrait. Ce Spock n'est pas encore Spock. Il s'agit d'un organisme, d'une forme biologique, parcourant à toute vitesse les étapes de l'existence. Le film sépare ainsi radicalement l'identité de la matière. Le corps possède le visage, le patrimoine génétique et les réactions physiques de Spock, mais sans le 4A. Il n'est qu'une possibilité de Spock. À l'inverse, McCoy porte ses souvenirs sans posséder son corps. Aucun des deux ne suffit. Cette idée rapproche curieusement le film de Solaris. Chez Tarkovsky, les souvenirs et la culpabilité produisent des êtres dont l'existence interroge la définition même de la personne. Dans Star Trek 3, la question est plus romanesque, mais elle demeure réelle. Si un corps est recréé et qu'une mémoire lui est rendue, s'agit-il du même individu ou d'une copie convaincante? Le film ne répond pas philosophiquement, il répond affectivement. Pour Kirk, la question n'a pas besoin d'être résolue avant l'action. Il existe une chance que Spock puisse être sauvé, cela suffit pour qu'il essaye. Cette résurrection pourrait facilement apparaître comme une trahison de la colère de Khan. La mort de Spock constituait l'un des moments les plus puissants de toute la franchise. Le faire revenir dès l'épisode suivant risque nécessairement d'en diminuer la portée. Mais Harvey Bennett et Leonard Nimoy ont l'intelligence de ne pas proposer une résurrection gratuite. Le film ne ramène pas Spock en réinitialisant le récit. Il détruit précisément tout ce qui permettrait le retour au statu quo. À la fin, Spock respire, mais David est mort, l'Enterprise est détruite, Kirk et son équipage sont devenus des fugitifs, Genesis a disparu et Spock ne possède pas encore tous ses souvenirs. La mort a donc bien eu des conséquences, elles ont simplement changé de destinataire. Il suffit de comparer ce choix à certaines résurrections contemporaines, notamment dans les univers super-héroïques, pour mesurer la différence. Trop souvent, le retour d'un personnage sert à effacer l'événement précédent. Ici, le retour de Spock aggrave au contraire les pertes. Le personnage ressuscite dans un monde plus pauvre que celui qu'il avait quitté. Kirstie Alley, qui incarnait Saavik dans La colère de Khan, ne reprend pas le rôle. Elle est remplacée par Robin Curtis. La différence est sensible. Alley donnait à Saavik une fragilité, une nervosité et une part d'insolence qui la rendait immédiatement attachante. Sa Vulcaine semblait constamment devoir maîtriser des émotions trop visibles. Robin Curtis propose une interprétation plus hiérarchique, plus lente, plus proche d'une conception traditionnelle de la retenue vulcaine. Le changement peut déstabiliser, d'autant que le scénario ne le justifie évidemment pas. Mais la direction de Nimoy accompagne cette nouvelle incarnation. Curtis a raconté que le réalisateur réglait son intensité comme on ajuste le volume d'une radio, l'aidant à trouver le degré précis d'émotion sous l'apparente neutralité. Robin Curtis revient ici sur cette direction et sur le tournage du film. Saavik est confronté à des situations qui rendent la logique presque insuffisante. La découverte du corps régénéré de Spock, son vieillissement accéléré, le pont phare, puis l'assassinat de David. La scène du pont phare est traitée de manière elliptique et rituelle. Spock, arrivé biologiquement à l'adolescence puis à l'âge adulte, subit la poussée sexuelle cyclique propre aux Vulcains. Saavik l'accompagne dans une caverne. Nimoy évite l'érotisme démonstratif et privilégie les gestes, notamment le contact des doigts, écho de l'intimité entre Sarek et Amanda dans la série originale. Ce passage conserve une ambiguïté. Jusqu'où Saavik aide-t-elle Spock? Que se passe-t-il exactement dans la caverne? Le film ne le précise pas et a raison de ne pas le faire. La culture vulcaine conserve ainsi une zone de mystère. Saavik devient surtout le dépositaire d'un double deuil. Elle assiste à la renaissance de Spock et à la mort de David. Elle voit simultanément une vie rendue et une autre prise. David était l'un des éléments les plus intéressants de la colère de Kang. Kirk découvrait qu'il avait un fils adulte, scientifique, méfiant envers Starfleet et peu disposé à reconnaître immédiatement ce père absent. Dans le troisième film, leur relation n'a malheureusement pas le temps de se développer. Kirk et David sont séparés durant l'essentiel du récit. Carol Marcus disparaît complètement de l'histoire. Le potentiel dramatique de cette famille tardive reste donc largement inexploité. David sert principalement à révéler la faille de Genesis, puis à fournir le prix humain de la mission.
Sa mort est brutale. Lorsque les Klingons menacent les prisonniers, David intervient pour protéger Savick et Spock. Il est poignardé, presque accidentellement, au cours de la lutte. Il n'obtient ni longue agonie, ni grande déclaration, ni adieu à son père. Ce choix possède une violence sèche. David meurt sans que Kirk puisse le voir. La scène suivante montre l'un des plus beaux moments de William Shatner. Informé par communicateur, Kirk répète d'abord la nouvelle comme s'il était incapable de lui donner un sens. Puis il recule, manque son siège et s'effondre. La chute physique matérialise la destruction intérieure. Le capitaine, celui qui tient toujours debout lorsque les autres vacillent, ne trouve soudain plus de sol. Shatner est souvent caricaturé pour son jeu emphatique, ses silences et ses inflexions. Pourtant, ses meilleurs moments dans Star Trek naissent précisément de sa capacité à faire cohabiter le contrôle et la rupture. Ici, Kirk tente de rester un commandant alors qu'il vient d'apprendre la mort d'un fils qu'il n'a presque pas eu le temps de connaître. Ce n'est pas seulement la douleur d'un père, c'est la culpabilité d'un homme qui se demande immédiatement si la décision a causé cette mort. David paye aussi sa propre faute scientifique. Son utilisation de la protomatière a condamné Genesis. Le scénario établit donc une logique tragique, très classique. Le créateur disparaît avec sa création. On peut néanmoins reprocher au film d'utiliser le personnage comme une monnaie narrative pour rendre la résurrection de Spock acceptable. Il faut qu'une autre vie soit perdue. David devient cette vie. Le procédé est puissant, mais cruel envers un personnage encore insuffisamment développé. Sa mort rejaillira sur Kirk dans Star Trek 6 lorsqu'il devra affronter sa haine des Klingons. Elle est donc loin d'être sans conséquence. Pourtant, dans ce troisième épisode, elle demeure presque trop rapidement absorbée par l'urgence. Le film est constamment pressé d'aller sauver Spock. David, lui, n'aura pas droit à des recherches. Après Cannes, il était presque impossible de proposer un adversaire plus charismatique, plus intime ou plus théâtral. Le scénario évite donc de fabriquer un second Cannes. Crudge n'a aucun passé personnel avec Kirk. Il ne cherche pas à se venger, il veut obtenir le secret de Genesis, qu'il considère comme une arme susceptible de bouleverser l'équilibre militaire. Christopher Lloyd n'était donc pas encore Doc Brown pour le public de 84. Il était surtout associé à Reverend Jim dans la série Taxi, même s'il avait déjà montré ses capacités dramatiques dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Son choix pour incarner un commandant Klingon pouvait surprendre. Lloyd compose Crudge à partir de la voix. Il parle avec une lenteur rocailleuse, comme si chaque ordre devait être arraché à sa gorge. Son Klingon n'a rien de l'aristocrate shakespearien qui deviendra plus tard le général Chang dans Star Trek 6. C'est un chef militaire brutal, secret et paranoïaque. Il fait tuer Valkyrie, sa maîtresse, parce qu'elle a pris connaissance des informations relatives à Genesis. Il détruit le Grissom, presque par erreur, l'un de ces hommes ayant choisi une puissance de feu excessive. Il exécute des otages pour obtenir l'obéissance de Kirk, pourtant il n'est pas présenté comme fou. Crudge possède une logique. Genesis peut détruire des mondes. Si la Fédération maîtrise cette puissance, l'Empire Klingon se trouve menacé. Son analyse stratégique n'est donc pas totalement absurde. Ce sont ses méthodes et sa volonté de domination qui en font un antagoniste. Le personnage participe surtout à la redéfinition cinématographique des Klingons. Les costumes, la langue, le maquillage, le vaisseau Bird of Prey et la brutalité codifiée posent les bases sur leur représentation future. Le linguiste Marc Ocran développe véritablement le Klingon pour le film à partir de sons et de fragments antérieurs. Christopher Lloyd se montre particulièrement attentif non seulement à la prononciation, mais aussi au sens et à la construction des phrases. Marc Ockrand a raconté son travail quotidien avec Lloyd par ailleurs. Cette langue transforme les Klingons. Ils ne sont plus seulement des antagonistes parlant anglais avec une agressivité variable, ils possèdent une culture audible. Le Bird of Prey, l'oiseau de proie, contribue également à leur identité. Sa silhouette animale, ses ailes inclinées et sa couleur verdâtre s'opposent à la géométrie plus navale des vaisseaux de Starfleet. Il deviendra l'un des appareils les plus emblématiques de la franchise et jouera un rôle essentiel dans le film suivant. Scrooge reste moins complexe que Khan, il est même parfois proche du méchant de serial, mais son absence de romantisme le rend intéressant. Khan voulait que Kirk souffre, Scrooge veut seulement gagner. La douleur de Kirk n'est pour lui qu'un moyen de pression. Puis vient la scène centrale. L'Enterprise est trop endommagée pour vaincre le Bird of Prey. L'équipage est réduit, les Klingons s'apprêtent à prendre le contrôle du bâtiment, Kirk comprend qu'il ne peut plus sauver son vaisseau. Il active l'autodestruction. La procédure elle-même possède le solennel d'un rituel. Kirk, Scotty et Chekhov prononcent les codes, les voix informatiques confirment l'ordre, le compte à rebours commence. L'équipage se téléporte sur Genesis tandis que les Klingons abordent une passerelle abandonnée. Quelques instants plus tard, les consoles explosent, les intrus disparaissent dans le feu, la secoupe s'embrase, puis l'Enterprise tombe dans l'atmosphère de Genesis. Kirk la regarde brûler dans le ciel.
Ce moment est peut-être plus audacieux encore que la mort de Spock dans le film précédent. Spock pouvait revenir parce que Leonard Nimoy était un acteur, un personnage et une valeur commerciale. L'Enterprise, en revanche, paraissait absolument indissociable de Star Trek. Elle était présente depuis la série de 1966. Elle avait survécu à l'annulation, à la série animée, au retour cinématographique et à Cannes. Elle n'était pas un simple véhicule à constituer le seul domicile durable de ces personnages. La détruire revient à incendier le décor même de la légende. Les effets spéciaux donnent à la scène une beauté tragique. La secoupe en flammes traverse le ciel comme une étoile mourante. Elle devient momentanément un astre, puis un débris. Kirk demande à McCoy ce qu'il vient de faire. La réponse est simple, ce qu'il devait faire. Le film reprend ici le motif du sacrifice posé dans La colère de Khan. Spock s'était enfermé dans la chambre irradiée pour sauver l'Enterprise. Désormais, Kirk détruit l'Enterprise pour sauver la possibilité de retrouver Spock. Le vaisseau meurt donc à cause de celui qui l'avait sauvé. La symétrie est magnifique. Dans le film précédent, Spock sacrifiait l'individu pour le groupe selon la formule. Les besoins du plus grand nombre l'emportent sur ceux de quelques-uns. Dans celui-ci, l'ensemble du groupe risque sa vie pour un seul homme. Star Trek 3 ne réfute pas Spock. Il complète sa philosophie. Une société fondée uniquement sur le calcul du plus grand nombre finirait par considérer certaines personnes comme négligeables. L'amitié a introduit une autre forme de responsabilité. Certaines vies ne peuvent pas être réduites à une statistique. Kirk ne sacrifie pourtant pas ses compagnons sans leur accord. Tous choisissent librement de venir. Le film ne raconte donc pas le caprice d'un chef mettant son équipage en danger. Il raconte une communauté qui décide qu'abandonner l'un des siens lui coûterait davantage que la désobéissance. La destruction de l'Enterprise est le moment où le film cesse définitivement d'être une opération de restauration. Même si Spock revient, l'ancien Star Trek ne reviendra pas avec lui. Le combat final entre Kirk et Kruge se déroule sur Genesis en pleine destruction. Le sol se fissure, les rochers s'écroulent, les flammes gagnent le paysage. D'un point de vue strictement chorégraphique, la scène accuse son âge. Les coups sont larges, les doublures parfois perceptibles et le décor ne possède pas la matérialité dangereuse que l'on trouverait aujourd'hui dans une production plus coûteuse. Mais son principe visuel est juste. Kirk et Kruge ne s'affrontent pas dans une arène stable, ils se battent sur le cadavre d'une utopie. Genesis, que l'un veut sauver et que l'autre veut transformer en arme, disparaît sous leurs pieds. Leur combat ne peut produire aucun vainqueur véritable puisque l'objet de leur conflit est déjà perdu. Kruge finit suspendu au-dessus du vide, Kirk tente un instant de le sauver. Ce geste est essentiel. Après l'assassinat de David, il pourrait simplement regarder son adversaire tomber. Pourtant, son premier réflexe reste de tendre la main. Kruge essaye de l'entraîner avec lui. Kirk le repousse alors dans le gouffre. Le commandant Klingon meurt parce qu'il demeure incapable d'imaginer un geste qui ne soit pas une ruse. Kirk lui offre une chance, Kruge y voit une faiblesse à exploiter. Leur différence morale tient dans cet instant. Kirk récupère ensuite le Bird of Prey, l'oiseau de proie, en trompant le dernier Klingon resté à bord, Maltz, incarné par John LaRoquette. Ce vaisseau ennemi devient l'arche de survie des personnages. L'Enterprise a disparu. Pour quitter le tombeau de Genesis, l'équipage doit voyager dans le bâtiment de ceux qui ont tué David. Le film s'achève donc sous le signe du déplacement. Plus personne n'est à sa place. Spock n'est pas dans son esprit, Kirk n'est plus dans Starfleet et les officiers de l'Enterprise naviguent à bord d'un vaisseau Klingon. Le dernier parti abandonne brusquement le registre de l'aventure spatiale. L'oiseau de proie arrive sur Vulcain. Sarek accueille Kirk et le conduit vers un rituel ancestral, le Faltarpan, la réunion du corps et du Katra. La science-fiction devient alors liturgie. Les grands escaliers, la lumière orange, les costumes, les processions et les chants transforment Vulcain en espace mythologique. On quitte l'univers militaire de Starfleet pour entrer dans un monde de prêtres, de gardiens de la mémoire et de gestes transmis depuis des millénaires. La présence de Judith Anderson dans le rôle de Talar renforce cette impression. Anderson demeure, pour l'histoire du cinéma, l'inoubliable Miss Denver de Rebecca d'Alfred Hitchcock. Son visage, sa diction et son autorité apportent au rituel une gravité qui dépasse largement la quantité de répliques dont elle dispose. Nimoy filme la séquence avec une solennité presque démodée. On pourrait penser à Cécile B2000, à certains péplums ou aux grandes cérémonies fantastiques du cinéma britannique. Le décor ne cherche pas le réalisme ethnographique, il cherche la croyance. Le rituel est dangereux, Sarek ne peut garantir que Spock retrouvera son identité, McCoy peut également y laisser sa vie. Pourtant, celui-ci accepte. Le film atteint ici le terme de la vieille opposition entre McCoy et Spock. Le médecin accepte de risquer son esprit pour rendre le sien au Vulcain. Derrière les insultes, les plaisanteries et les disputes logiques, l'amitié devient enfin visible.
Lorsque Spock apparaît, vêtu de blanc, il ressemble à un mort revenu de l'autre côté. Il passe devant ses compagnons sans les reconnaître. Le miracle paraît avoir échoué ou n'être que partiel. Puis il s'arrête devant Kirk. Les souvenirs reviennent par fragments, le vaisseau, la mort, le nom de son ami. Jim, ton nom est Jim. La phrase est très simple, mais elle constitue la véritable résolution du film. Spock ne revient pas d'abord par la logique, par son grade ou par sa connaissance scientifique, et il revient par le nom de l'autre. L'identité est relationnelle. Spock sait qu'il est Spock parce qu'il reconnaît Kirk. Autour d'eux se tient l'équipage. Nimoy place le groupe dans le dernier plan, comme pour rappeler que la résurrection n'est pas l'affaire de deux personnages seulement. Tous ont participé, tous ont perdu quelque chose, tous entourent celui qui revient. Le film se termine sans triomphe militaire, sans nouveau départ vers les étoiles et sans restauration de l'Enterprise. Il s'achève sur une reconnaissance fragile. Spock est vivant, pour l'instant cela suffit. James Horner reprend les grands thèmes composés pour La colère de Khan. Ce choix assure une continuité immédiate entre les deux films. Là où Jerry Goldsmith avait donné au premier Star Trek une majesté cosmique, presque métaphysique, Horner privilégie l'aventure maritime, le romantisme et la tragédie. Ses cuivres évoquent les grands voyages, tandis que les cordes et les motifs associés à Spock donnent au récit une chaleur presque funéraire. La musique de Star Trek 3 n'essaye pas de faire oublier le film précédent, elle le prolonge. Le thème de Genesis, autrefois porteur d'émerveillement, devient instable. Celui de Spock s'élargit jusqu'à prendre une dimension religieuse lors du retour sur Vulcain. Pour les Klingons, Horner compose une musique plus percussive, plus agressive et volontairement dissonante. La séquence du vol de l'Enterprise constitue le sommet de la partition. Horner lui donne une grande gravité excessive au sens le plus noble du terme. Il ne s'agit pas simplement de sortir un vaisseau d'un garage spatial. Musicalement, Kirk accomplit déjà un geste irréversible. Certaines tournures rappellent Prokofiev, tandis que plusieurs couleurs orchestrales prolongent les recherches de Horner dans Wolfen ou Brainstorm. Comme souvent chez lui, la frontière entre citation, réemploi et obsession personnelle est poreuse. Mais cette insistance sert parfaitement le film. À la recherche de Spock est justement une œuvre hantée par ce qui revient, les souvenirs, les thèmes musicaux, les morts et les images du film précédent. La musique elle-même semble possédée par un quatra. L'année 1984 est particulièrement riche pour le cinéma de genre américain. Indiana Jones et le Temple maudit, SOS Fantôme, Gremlins, Terminator, Dune, 2010 l'année du premier contact, Les aventures de Buckaroo Banzai ou encore Starman. Au milieu de cette production, Star Trek 3 apparaît presque anachronique. Ses héros ne sont pas jeunes, ils parlent de deuil, de vieillissement, de loyauté et de responsabilité. Son intrigue repose moins sur la découverte d'un monde que sur la tentative de conserver les liens construits au cours d'une vie. Même ces scènes d'action restent mélancoliques. Le grand vol spatial consiste à quitter la Terre en renonçant à son statut. La grande victoire militaire passe par la destruction du vaisseau aimé. La découverte de la vie sur Genesis révèle que la planète va mourir. La résurrection finale laisse Spock presque adésique. Le film se méfie de la nouveauté. L'Excelsior est saboté. Genesis s'autodétruit. Les technologies supposées remplacer l'ancien monde échouent. Ce qui demeure, ce sont les relations humaines. Il ne s'agit pourtant pas d'un film réactionnaire. Star Trek croit toujours au progrès, mais le progrès technologique n'a pas de sens que s'il reste accompagné d'une éthique. Genesis sans patience devient une catastrophe. L'Excelsior sans expérience devient immobile. Starfleet sans compassion devient une administration incapable de comprendre Kirk. L'humanisme du film naît de cette méfiance envers les systèmes autosuffisants. Réévaluer à la recherche de Spock ne signifie pas nier ses défauts. Le premier demeure sa dépendance à la colère de Khan. Un spectateur ne connaissant pas le film précédent perdrait une grande partie de son émotion et devrait accepter une quantité considérable d'informations. Genesis, David, Saavik, la mort de Spock, le Catra et le conflit intérieur de Kirk. Kruge, malgré la présence de Christopher Lloyd, n'atteint jamais la puissance de Khan. Son objectif est plus abstrait, sa relation avec Kirk moins personnelle et ses hommes restent peu caractérisés. La planète Genesis manque parfois d'ampleur visuelle. Les décors de studio, les créatures et certains effondrements produisent un mélange de beauté picturale et de fragilité matérielle. Le combat final n'a ni la précision ni la brutalité émotionnelle de l'affrontement spatial du film précédent. La mort de David apparaît aussi comme un instrument scénaristique. Le personnage est sacrifié avant que sa relation avec Kirk puisse véritablement prendre forme. L'absence de Carol Marcus rend cette disparition encore plus étrange. Enfin, le film pose un problème que toute résurrection fictionnelle rencontre. En faisant revenir Spock, il affaiblit rétrospectivement la finalité de sa mort. Lorsqu'un personnage majeur peut être rappelé à la vie, le spectateur apprend nécessairement à se méfier des futurs sacrifices.
Mais le film limite cette faiblesse en refusant l'effacement des conséquences. Spock revient, mais le monde qui l'entourait a disparu. À la recherche de Spock, enrichit durablement l'univers de Star Trek. Il installe l'oiseau de proie, développe la langue klingone, donne une nouvelle ampleur au rituel vulcain et introduit l'Excelsior, dont la classe deviendra familière dans les séries suivantes. Il fait surtout de l'équipage original une famille consciente d'elle-même. Dans la série télévisée, les personnages travaillaient ensemble parce qu'ils étaient affectés au même vaisseau. Après Star Trek 3, ils restent ensemble alors qu'ils n'ont précisément plus de vaisseau, plus d'ordre de mission et presque plus de carrière. Le lien n'est donc plus obsessionnel, il est choisi. Le passage de Leonard Nimoy à la réalisation ouvre également une voie importante. Il réalisera Retour sur Terre. William Shatner dirigera L'Ultime Frontière et Jonathan Frakes deviendra plus tard l'un des principaux réalisateurs de l'ère moderne de la franchise. Plus profondément, le film transforme la logique de la saga. Le premier Star Trek cinématographique racontait une rencontre avec l'inconnu. Le deuxième confrontait Kirk au temps et à la mort. Le troisième demande ce que vaut une communauté lorsqu'elle n'est plus protégée par une institution. La réponse est simple, elle vaut les sacrifices que ses membres acceptent les uns pour les autres. Star Trek 3, à la recherche de Spock, demeure prisonnier de sa réputation de film intermédiaire. Il se trouve placé entre deux épisodes plus populaires, La colère de Khan, unanimement célébré, et Retour sur Terre, plus drôle, plus accessible et plus ouvert au grand public. Mais cette position médiane constitue précisément sa nature. C'est un film de couloir, de passage et de deuil. Il commence dans un Enterprise vidé de ses morts et s'achève sur Vulcain autour d'un homme qui ne reconnaît plus tout à fait ses amis. Entre les deux, un fils meurt, une planète se désagrège, un équipage devient fugitif et le vaisseau le plus célèbre de la télévision américaine brûle dans le ciel. Le film aurait pu se contenter de dire Spock n'était finalement pas mort. Il choisit de dire Spock peut revenir, mais rien ne sera plus jamais exactement comme avant. Voilà pourquoi la destruction de l'Enterprise est plus importante encore que la résurrection. Elle empêche le film d'annuler la colère de Khan. Elle matérialise le prix du retour. Pour sauver un ami, Kirk doit abandonner le lieu où leur amitié avait été construite. Le titre lui-même finit par changer de sens. Kirk ne recherche pas seulement Spock, il recherche la part de lui-même qui a disparu avec Spock. McCoy porte son esprit, Genesis porte son corps, mais Kirk porte son absence. Lorsque Spock retrouve enfin le nom de Jim, il ne récupère pas simplement un souvenir, il reconstitue le lien qui permet à chacun d'eux de redevenir lui-même. À la recherche de Spock est donc moins un film sur la résurrection qu'un film sur la fidélité. Il rappelle que les besoins du plus grand nombre peuvent l'emporter sur ceux de quelques-uns, mais qu'aucune civilisation digne de ce nom ne peut demander à ses membres d'abandonner trop facilement ceux qu'elle prétend avoir perdus. Kirk sauve Spock. Il perd son fils, son vaisseau, sa carrière et son monde familier, mais comme il l'expliquera, le prix de l'inaction aurait été plus élevé encore. Il y aurait perdu son âme. Et c'est peut-être cela au fond Star Trek, non pas conquérir l'espace, mais refuser de devenir quelqu'un qui aurait pu sauver un ami et qui n'aurait même pas essayé.